Léonie et Antoine, enfin après tout, connaissaient à peine leur père. Mon nom est Julien Dubois. J'avais 42 ans et je dirigeais les Racines du Temps, mon cabinet d'architecture spécialisé dans la restauration du patrimoine. Éléonore, mon épouse depuis 8 ans, venait de prononcer ces mots. Elle les avait dits à Maxime Durand, un homme que je considérais comme un ami, un confident. J'avais entendu chaque syllabe, chaque intonation traître, à travers le système d'écoute que j'avais discrètement installé dans notre appartement haussmannien. Il se trouvait à l'hôtel Lutetia, au cœur de la rive gauche, dans la suite 503. Éléonore portait le collier Étoile du soir, une pièce sertie de saphir que je ne lui avais jamais offerte. Maxime l'avait achetée. L'argent, 32 000 €, provenait d'un compte d'investissement que nous partagions. Il l'avait siphonné sans éveiller les soupçons. Éléonore avait ri, un rire cristallin et amer, en disant que nos enfants me connaissèrent à peine. Maxime avait répliqué, d'une voix douce et insinuante, « Après le divorce, ils comprendront que papa n'a jamais été là, toujours noyé dans ses vieilles pierres. » Éléonore avait acquiescé. « Nous veillerons à ce qu'ils voient la vérité, » avait-elle murmuré, sa voix empreinte d'une assurance glaciale. 8 ans de mariage, 12 ans passés au sein du renseignement de la gendarmerie nationale, 15 ans à bâtir mon entreprise, à la faire passer d'un simple rêve à une réalité pesant plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ces imbéciles pensaient pouvoir tout me prendre. En 2013, j'avais quitté la gendarmerie après ces 12 années intenses. J'avais fondé les Racines du Temps, avec 50 000 € d'économie et un vieil ordinateur portable. Mon domaine, le conseil en préservation architecturale, l'expertise pour la restauration de monuments classés ou de demeures privées. Les clients, souvent des familles nobles ou des institutions, payaient cher pour quelqu'un qui comprenait l'âme des bâtisses, mais aussi leur vulnérabilité. Mon passé dans le renseignement m'avait appris l'art de l'observation, la patience, la déduction, des compétences inestimables. J'avais rencontré Éléonore Valois lors d'un vernissage caritatif à la Fondation Louis Vuitton. Elle avait 28 ans, j'en avais 34. Elle était galeriste, spécialisée dans l'art contemporain, avec un penchant pour les installations audacieuses. Sa beauté était foudroyante, une chevelure d'ébène encadrant un visage aux traits fins et une assurance qui captivait tous les regards. Éléonore avait grandi dans l'opulence. Son père, le général Philippe Valois, était une figure respectée de l'armée, retiré mais toujours influent. Sa mère, Jocelyne Valois, une critique d'art renommée, présidait plusieurs comités culturels. Ils vivaient dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, évalué à plus de 4 millions d'euros. Éléonore avait toujours été habituée au meilleur. Notre premier rendez-vous m'avait coûté plus de 400 €. Un dîner chez Arpège, l'un des restaurants les plus prestigieux de Paris. Éléonore avait commandé le vin le plus cher sans même jeter un œil à la carte des prix. Cela aurait dû être un avertissement. Nous avions brûlé les étapes, 6 mois. Elle passait la plupart de ses nuits dans mon appartement. 1 an plus tard, je l'avais demandée en mariage, avec une bague en platine sertie d'un diamant de 2 carats qui m'avait coûté 18 000 €, l'équivalent de 2 mois de salaire. Le mariage avait été tout ce qu'Éléonore avait désiré. 200 invités au Ritz, champagne à flot, 7 plats. Un coût total de 75 000 €. J'avais tout payé. Les premières années furent comme un rêve. Mon entreprise était en pleine expansion. Éléonore réalisait de belles ventes avec ses artistes avant-gardistes. Nous avions acheté une demeure de 4 chambres à Neuilly-sur-Seine pour 2 millions d'euros. 2 berlines allemandes dans l'allée, des voyages en Europe et en Asie 2 fois par an. Éléonore adorait le train de vie que ma réussite lui offrait. Des robes de créateurs venues des boutiques les plus exclusives. Des virées shopping de 3 000 € sans la moindre hésitation. Des vols en première classe partout dans le monde. Des dîners où un simple plat coûtait 70 €. Elle racontait à ses amis à quel point son mari était brillant. En 2016, mes affaires prospéraient au-delà de mes espérances. Les Racines du Temps comptaient 12 collaborateurs avec des contrats majeurs pour des monuments historiques. Éléonore avait dit qu'elle était prête à avoir des enfants.
Léonie était née le 15 mars 2017, à 3h22 du matin. Un petit chou de 3 kilos. Antoine, 12 minutes plus tard, 2 kilos 9. Si calme qu'il nous avait inquiétés. Tous les deux, parfaits. Les enfants avaient tout changé pour moi. J'avais commencé à travailler plus longtemps, à accepter des clients plus exigeants, à me surpasser encore plus que pendant mes années à la gendarmerie. Chaque contrat, chaque nuit blanche était pour leur avenir. Éléonore semblait comprendre. Elle m'apportait du café lors de mes séances de travail tardives au bureau. Elle me massait les épaules quand la tension des dossiers devenait insoutenable. Elle se vantait auprès de ses amies mères à quel point je travaillais dur pour notre famille. En 2019, les choses avaient commencé à changer. Éléonore avait des conversations téléphoniques qui s'interrompaient brusquement quand j'entrais dans une pièce. Elle avait commencé à se rendre à des événements mondains sans moi. Vernissage, dîner de gala, soirée de l'industrie artistique. Quand je lui demandais pourquoi je n'étais pas invité, la réponse était toujours la même. Tu es toujours trop occupé par ton travail, de toute façon. C'est là que Maxime Durand était apparu. Éléonore l'avait présenté comme un associé commercial. L'homme avait 35 ans, divorcé, sans enfant. Une Aston Martin garée devant son bureau, des costumes sur mesure. Il avait ce charme facile, désarmant. Il pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et captiver l'attention de tous en moins de 10 minutes. Éléonore avait dit que Maxime avait des contacts dans le monde de la finance qui pourraient l'aider à développer sa galerie. Ils allaient s'associer sur un projet de fonds d'investissement artistique, disait-elle. Elle passait des heures dans son bureau à élaborer des stratégies, revenant à la maison en s'extasiant sur son génie. J'avais apprécié Maxime immédiatement. Une erreur stupide. Il venait dîner toutes les quelques semaines. Il apportait des vins coûteux, des grands crus. Il offrait des cadeaux à Léonie et Antoine. Des jouets, des livres, des peluches. Les enfants l'adoraient. Maxime et moi nous asseyions dans mon salon après le dîner, buvant du whisky et discutant. Sport, politique, stratégie commerciale. Il semblait intéressé par mon travail, posait des questions pertinentes sur l'architecture, exprimait son admiration pour mon parcours. Ce que je ne réalisais pas, c'est que chaque conversation était une collecte de renseignements. Chaque question sur mon entreprise était une leçon pour savoir comment la détruire. Chaque compliment était une étude de mes faiblesses, une manière de comprendre comment exploiter ma confiance. En 2020, l'attitude d'Éléonore envers moi avait complètement changé. Tout ce que je faisais l'irritait. Ma façon de ranger les livres sur l'étagère, les heures que je passais au bureau, la manière dont je disciplinais les enfants. Les disputes surgissaient de nulle part. Les enfants ont besoin de leur père présent, disait-elle lors des disputes, quand j'étais le plus stressé par le travail. L'argent ne fait pas tout, Julien. La famille devrait passer avant. L'ironie me mettait en colère. Je travaillais 70 heures par semaine précisément pour ma famille. Chaque contrat, chaque client, chaque nuit tardive était pour qu'Éléonore et les enfants puissent vivre dans notre belle maison. Pour que les jumeaux puissent fréquenter les meilleures écoles privées de Paris. Pour qu'Éléonore puisse maintenir le style de vie de son éducation aisée. Mais même en critiquant mon emploi du temps, Éléonore n'avait jamais suggéré de réduire les dépenses. Elle voulait toujours des vêtements de créateurs coûtant plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Elle voulait toujours des vacances de luxe en Toscane et sur la Côte d'Azur. Elle voulait toujours des dîners chics où les bouteilles de vin coûtaient 200 €. Pendant ce temps, Maxime était devenu un élément permanent. Il apparaissait le samedi matin avec des cafés chics et des viennoiseries. Il restait pour les matchs de football de Léonie, les cours de danse d'Antoine. Il aidait à coucher les enfants, passait pour le dîner, lisant des histoires avec des voix qui les faisaient rincir. J'avais dit à Maxime des choses que je n'aurais pas dû dire, des détails sur mes plus grands clients. Quelles entreprises s'inquiétaient des fuites de données historiques? Quels dignitaires avaient besoin d'une discrète protection? Nos finances familiales, les montants de nos économies, les comptes d'investissement, les polices d'assurance vie. Je pensais parler à un ami. En réalité, je fournissais des informations à un ennemi qui planifiait de détruire ma vie. Le point de rupture fut en février 2021. Je revenais d'un projet d'1 semaine à Florence, la restauration d'une fresque médiévale. Un travail intense.
Le client avait payé 75 000 € pour 7 jours de travail. Épuisé, mais impatient de passer du temps en famille. Au lieu de cela, j'étais entré dans une maison pleine d'étrangers. Éléonore avait à peine levé les yeux de son ordinateur portable. Un rapide « Oh, tu es de retour ?» Comme si j'étais le facteur. Léonie et Antoine, qui d'habitude couraient en criant « Papa est rentré », après mes voyages, semblaient timides. Quand j'avais demandé ce qui n'allait pas, Éléonore avait dit quelque chose qui m'avait frappé comme un coup de poing. « Ils ne sont plus habitués à te voir ici. Tu es devenu un étranger dans ta propre maison. » Cette nuit-là, allongé à côté d'une femme qui me semblait plus distante que lorsque nous nous fréquentions, j'avais pris une décision. Découvrir ce qui arrivait à ma famille et y remédier. L'enquête avait commencé modestement. 12 ans de renseignements m'avaient appris à ne pas tirer de conclusions hâtives. Rassembler les données, analyser les schémas, construire des images complètes avant d'agir. J'avais commencé par l'ordinateur portable d'Éléonore, un MacBook Pro qu'elle utilisait pour le travail, mais qu'elle laissait ouvert dans la cuisine pendant qu'elle faisait son café ou préparait les enfants pour l'école. J'avais environ 10 minutes la plupart des matins pendant qu'elle s'habillait à l'étage. La plupart des gens ne comprennent pas les fichiers supprimés. Ils ne sont jamais vraiment partis. Quand on supprime quelque chose, l'ordinateur marque cet espace comme disponible pour de nouvelles données. Jusqu'à ce que quelque chose l'écrase, tout reste exactement là où c'était. Éléonore avait effacé l'historique du navigateur et vidé la corbeille, mais elle ne connaissait pas les fichiers fantômes et la récupération du cache. Il m'avait fallu exactement 3 heures et 17 minutes pour reconstruire toute son empreinte numérique des 8 derniers mois. Ce que j'avais trouvé m'avait rendu malade. L'histoire d'amour avait commencé en juin 2020. Des SMS entre Éléonore et Maxime, d'abord des discussions professionnelles, devenant rapidement personnelles. En juillet, ils se rencontraient pour des déjeuners de 3 heures. En août, Éléonore lui envoyait des photos, posant en lingerie que j'avais achetée, dans notre chambre pendant que je voyageais pour le travail. Mais l'aventure n'était que la surface. En dessous, un plan détaillé pour détruire systématiquement ma vie. Éléonore et Maxime complotaient depuis des mois. La stratégie était sophistiquée, ciblant tous les aspects de mon existence. Ils prétendraient que j'utilisais du matériel d'écoute pour espionner illégalement des concurrents, détruisant ma réputation professionnelle, ouvrant des poursuites qui ruineraient les racines du temps. Ils affirmeraient que j'étais psychologiquement instable, obsédé par la surveillance et le contrôle, potentiellement dangereux pour ma famille. La mère d'Éléonore, Jocelyne Valois, aiderait à s'assurer que la bataille pour la garde des enfants tourne en leur faveur, forte de ses connexions. Le père, le général Philippe Valois, avait des liens dans les plus hautes sphères parisiennes et des milieux d'affaires qui pourraient me blacklister de tout futur contrat. Le document le plus accablant, une ébauche de requête de garde sur laquelle Éléonore travaillait avec son avocat spécialisé dans les divorces, maître Laurent Mercier. Elle me décrivait comme un bourreau de travail émotionnellement distant qui abandonnait ses responsabilités familiales pour le gain financier. Elle affirmait que les enfants avaient peur du comportement imprévisible de leur père et de son besoin excessif de contrôle. Elle suggérait que je pouvais être dangereux, notant ma vaste expérience dans le renseignement et mon accès à du matériel de surveillance qui pourrait intimider ou nuire aux membres de ma famille. Chaque mot était calculé pour me détruire. Chaque mensonge était conçu pour paraître crédible aux juges qui ne me connaissaient pas. Éléonore et Maxime avaient passé des mois à construire un dossier qui leur donnerait tout ce pour quoi j'avais travaillé et s'assurerait que je ne pourrais jamais me reconstruire. Mais il y avait autre chose dans ces fichiers. Une référence à une affaire judiciaire scellée de 2011 impliquant la famille Valois. Quelque chose à propos d'une affaire artistique délicate traitée discrètement grâce aux connexions familiales. J'avais réalisé que je ne jouais plus la défense, j'allais passer à l'attaque. La phase suivante exigeait des compétences que j'avais espéré ne jamais avoir à utiliser contre des personnes que j'avais aimées. J'avais commencé une surveillance systématique d'Éléonore et de Maxime, documentant leurs mouvements, leurs communications, leurs activités financières. Installer du matériel de surveillance dans ma propre maison était surréaliste, mais nécessaire.
J'avais utilisé du matériel de mon entreprise. De minuscules caméras cachées dans des détecteurs de fumée et des cadres photos. Des dispositifs audio plus petits qu'une pièce de 2 € dans le sac à main et la voiture d'Éléonore. Un traceur GPS sur ce collier de saphir que Maxime lui avait offert. 2 semaines plus tard, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Des vidéos haute définition d'Éléonore et de Maxime dans des suites d'hôtels au Lutetia, au Crillon, au Georges V. Des enregistrements audio discutant de leurs plans pour me détruire, y compris les mensonges spécifiques qu'ils raconteraient devant le tribunal et la manière dont ils se partageraient mes biens. L'information la plus précieuse était venue du téléphone de Maxime. Comme la plupart des criminels, il était devenu arrogant quant à sa sécurité. Le mot de passe était sa date d'anniversaire, le 14 février, la Saint-Valentin. Cela aurait dû être le premier indice de son narcissisme. Une fois que j'avais accédé à son appareil, j'avais découvert l'ampleur réelle de leur planification financière. Maxime avait ouvert 3 comptes offshore, 2 aux îles Caïmans, 1 en Suisse. Il avait systématiquement transféré de l'argent d'un compte d'investissement qu'il partageait avec Éléonore. Il prévoyait de disparaître une fois le divorce finalisé, et Éléonore ayant réclamé la moitié de mes biens. Les chiffres étaient stupéfiants. Au cours des 6 derniers mois, Maxime avait transféré 340 000 € offshore. L'argent provenait de nos investissements conjoints, des bénéfices de l'entreprise d'Éléonore, et même d'un prêt qu'il avait contracté en utilisant notre maison comme garantie, sans me le dire. Il avait également réservé un billet d'avion aller simple en première classe pour Monaco le 15 mars, exactement 2 semaines après qu'Éléonore ait prévu de déposer les papiers du divorce. Le plan était évident. Laisser Éléonore me détruire devant le tribunal, prendre la moitié de mon argent, puis disparaître avec le magot volé pendant qu'elle resterait derrière, jouant à l'ex-femme blessée. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un vol organisé à grande échelle. L'enquête sur les secrets enfouis de la famille Valois avait pris 3 semaines, mais s'était avérée l'information la plus précieuse que j'ai jamais recueillie. L'affaire judiciaire scellée de 2011 concernait le jeune frère d'Éléonore, Adrien Valois, qui, en état d'ébriété, avait détruit une collection d'œuvres d'art inestimables appartenant à un jeune artiste prometteur, Thomas Leroy. Le vandalisme avait brisé la carrière de Leroy, le plongeant dans la ruine. La famille Leroy avait tenté d'obtenir justice. Le général Philippe Valois avait veillé à ce que son fils ne subisse jamais de conséquences réelles. Les preuves avaient été supprimées, les témoins intimidés pour qu'ils changent leur déclaration. Le procureur convaincu d'accepter un arrangement qui avait envoyé Adrien dans une clinique privée pendant 6 mois pour surmenage artistique, au lieu de faire face à des accusations de destruction de propriété et d'entrave à la justice. Jocelyne Valois, avec ses réseaux, avait fait des dons de campagne stratégiques s'élevant à 150 000 € au fonds de réélection du procureur de la République, assurant la liberté de son fils. 12 ans, les proches de la famille Leroy avaient tenté d'obtenir justice. Chaque avocat consulté leur avait dit que l'affaire était sans espoir, parce que les preuves étaient scellées et que la famille Valois avait trop d'influence. J'avais passé 3 semaines à vérifier chaque détail, à recouper les documents judiciaires avec les relevés financiers, à retrouver les témoins payés pour garder le silence. J'avais réuni des preuves irréfutables que la famille Valois avait corrompu le système judiciaire pour protéger un coupable. J'avais maintenant un levier pour les détruire tous. J'avais d'abord laissé Éléonore et Maxime faire leur coup. Je voulais voir jusqu'où ils iraient. L'appel était arrivé un mardi matin, début mars. Maître Laurent Mercier, l'avocat d'Éléonore, la voix dégoulinante d'arrogance. Monsieur Dubois, il est dans l'intérêt de tous que nous nous rencontrions pour discuter de la requête de votre épouse. Certaines questions sont mieux résolues en privé, plutôt que par un litige public désordonné. Le bureau de Maître Mercier, au 47e étage de la tour Montparnasse. Meubles en acajou, livres de droit reliés en cuir, murs couverts de récompenses pour des représentations agressives en droit de la famille. Le type gagnait manifestement bien sa vie en détruisant des maris. Il était assis derrière un bureau massif, comme un roi sur son trône, faisant glisser un dossier épais sur la surface polie. Ce sont les conditions de Madame Dubois. Signez ces documents, évitez une bataille juridique que vous êtes assuré de perdre. J'avais ouvert le dossier, lu les exigences.
Éléonore voulait la garde exclusive de Léonie et Antoine. Moi, j'aurais droit à une visite supervisée un week-end par mois. Notre maison, les deux berlines, 60% des actifs des Racines du Temps, soit environ 1 400 000 €, et une pension alimentaire de 8 000 € par mois pendant les 15 prochaines années. Mercier s'était adossé à sa chaise en cuir, appréciant clairement ce qu'il supposait être mon choc. Madame Dubois possède des preuves substantielles de votre comportement inapproprié, votre obsession pour le matériel de surveillance, votre absence émotionnelle de la vie des enfants, vos techniques d'interrogatoire militaire dans les affaires, suggérant une instabilité psychologique potentielle. Il avait fait une pause pour les faits. Madame Jocelyne Valois, membre influent du monde artistique, a déjà examiné les preuves préliminaires. Elle a indiqué qu'elle verrait très favorablement la requête de Madame Dubois. Jocelyne Valois, la mère d'Éléonore, une figure respectée avec une réputation irréprochable d'intégrité culturelle. Elle se récusera des procédures officielles, bien sûr, mais son évaluation préliminaire pèse lourd auprès de ses confrères. J'avais refermé le dossier. J'avais fixé Mercier un long moment. Puis, j'avais sorti une enveloppe Kraft de ma mallette. Je l'avais placée soigneusement sur son bureau. Donnez ceci à votre cliente. Dites-lui de lire très attentivement avant de décider à quel point elle veut être agressive. Mercier avait froncé les sourcils, peu habitué à être congédié aussi facilement. Qu'est-ce que c'est exactement ? Contentez-vous de la livrer, Laurent. Vous voudrez peut-être commencer à chercher un nouveau client. L'enveloppe contenait tout. Des photos haute résolution d'Éléonore et de Maxime dans des chambres d'hôtel. Des copies imprimées de messages planifiant ma destruction. Des relevés bancaires montrant l'argent qu'ils avaient volé de nos comptes. Des dossiers financiers prouvant le vol offshore de Maxime. Et, le plus important, le dossier d'enquête complet sur l'affaire Leroy, y compris de nouvelles preuves qui pourraient enfin traduire Adrien Valois en justice et détruire l'image publique soigneusement construite de la famille Valois. Le premier appel était arrivé 6 heures plus tard. Éléonore, la voix tremblante de rage et de terreur. « Julien, il faut qu'on parle, tout de suite. »« Non, Éléonore, tout ce que j'ai à dire est dans cette enveloppe. » « Tu ne comprends pas ce que tu fais. Ma famille a des connexions dans toute cette ville. Ils peuvent te détruire de manière que tu ne peux même pas imaginer. Ta famille a des secrets, Éléonore, des secrets sombres et laids qu'ils ont passé 12 ans à cacher. Maintenant, je les ai tous. Tu bluffes ? Vraiment ? Demande à ta mère ce qu'est arrivé à Thomas Leroy. Demande-lui combien il a coûté à ton père de garder Adrien hors de prison pour la destruction de cette vie. La ligne resta silencieuse pendant près de 30 secondes. « Qu'est-ce que tu veux ?» avait-elle murmuré. « Justice. Tu retires immédiatement la requête en divorce. Tu signes un accord me donnant la garde exclusive de Léonie et Antoine. Maxime rend chaque centime volé et disparaît de nos vies pour toujours. Ta mère démissionne de tous ses postes avant que je ne porte cette affaire au parquet national financier et aux médias. Tu nous demandes de détruire nos vies. Vous avez essayé de détruire la mienne en premier. La différence est que tout ce que j'ai sur ta famille est vrai. » Le deuxième appel vint de Maxime, une heure plus tard. Là où Éléonore était effrayée, Maxime était furieux. « Salaud malade, tu nous as espionnés comme un psychopathe. Je vais m'assurer que tout le monde sache exactement quel genre de monstre tu es. Vas-y, assure-toi de leur parler des 340 000 € que tu as volés. Mentionne les comptes offshore et le billet aller simple pour Monaco. Je suis sûr qu'Éléonore sera intéressée d'entendre parler de ta stratégie de sortie. » La ligne était restée silencieuse. « C'est ça, Maxime. Je sais tout. Chaque compte, chaque transfert, chaque mensonge que tu as dit à Éléonore sur tes sentiments pour elle. Tu prévoyais de la laisser tomber, tout comme tu m'as laissé tomber. Tu ne peux rien prouver. Je peux tout prouver. Relevé bancaire, confirmation de vol, reçu d'hôtel, documentation de chaque crime que tu as commis l'année dernière. La seule question est de savoir si tu veux faire face à des accusations à Paris ou passer ta vie à fuir les enquêteurs fédéraux. » Le troisième appel était celui que j'attendais. La voix habituellement autoritaire de Jocelyne Valois
s'était réduite à quelque chose de plus petit et fragile. « Qu'est-ce que tu veux exactement, Julien ?» J'ai dit à Éléonore ce que je voulais. Justice pour la famille Leroy. Des conséquences pour votre fils. Votre famille hors de ma vie pour toujours. Tu me demandes de détruire ma carrière, ma réputation, tout ce pour quoi j'ai travaillé. Vous avez détruit ces choses, il y a 12 ans, en aidant votre fils à s'en tirer avec son crime. Je vous demande d'enfin faire face aux conséquences. Et si nous ne sommes pas d'accord avec vos conditions, alors Thomas Leroy obtient enfin la justice qu'il méritait il y a 12 ans. 12 ans. Toute votre famille paiera le prix de ce que vous leur avez fait. J'avais raccroché sans attendre de réponse. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était à quel point Maxime deviendrait désespéré en réalisant qu'il était piégé. Le lendemain matin, j'avais découvert qu'il avait fait un mouvement que je n'attendais pas. Éléonore m'avait appelé à 6h47 du matin, sanglotant de manière incontrôlable. « Julien, Maxime est parti. Il a vidé tous les comptes partagés et a disparu. Il a tout pris, tout l'argent pour ma nouvelle affaire, tout. Il m'a laissé sans rien. » J'avais vérifié les données de surveillance. La voiture de Maxime avait disparu du parking souterrain de son appartement. Son téléphone était éteint. Un appel rapide à un contact d'Air France avait confirmé mes soupçons. Maxime Durand avait réservé un vol d'urgence pour Paris la veille à 23h30. Le salaud avait paniqué et s'était enfui, laissant Éléonore seule face aux conséquences de tout ce qu'ils avaient planifié ensemble. « S'il te plaît, Julien, » supplia Éléonore à travers ses larmes. « J'ai fait de terribles erreurs, mais nous pouvons arranger ça. Revenir à ce qui était avant. » « Non, Éléonore. Tu as fait ton choix en décidant de détruire notre famille. Maintenant, tu vis avec les conséquences. » J'avais immédiatement appelé un contact du parquet national financier datant de mes années à la gendarmerie. Jean-Luc Moreau travaillait sur les crimes financiers depuis le bureau parisien. J'avais fourni des informations détaillées sur les comptes offshore de Maxime. Le vol des fonds de l'entreprise d'Éléonore. Son vol pour la France, 6 heures. Les actifs de Maxime avaient été gelés par une ordonnance du tribunal fédéral. 12 heures. Son nom avait été ajouté à la liste de surveillance internationale d'Interpol. 18 heures. Il avait été arrêté à l'aéroport de Charles de Gaulle, alors qu'il tentait d'embarquer pour un vol de correspondance vers la Suisse, un pays sans traité d'extradition avec la France. 2 semaines plus tard, dernière rencontre au bureau de maître Laurent Mercier. Éléonore était assise en face, l'air complètement différente de la femme confiante que j'avais épousée 8 ans plus tôt. Ses vêtements de créateur étaient froissés, son maquillage parfait était maculé par des larmes qu'elle ne pouvait arrêter. Ses mains tremblaient alors qu'elle fixait les papiers de l'accord de garde et de la division des biens étalés sur la table. Il suffit de les signer, Éléonore. Elle regarda les documents comme une condamnation à mort. « Julien, s'il te plaît, pense à Léonie et Antoine, ce que cela va leur faire. Je pense à eux, je leur apprends que les actions ont des conséquences. On ne peut pas construire une vie sur des mensonges et la trahison et s'attendre à ce que ça dure. » Elle signa chaque document, l'accord de garde me donnant la pleine autorité parentale, la division des biens lui laissant 50 000 € de biens personnels. Une excuse formelle écrite pour avoir mal compris le dévouement de son mari envers sa famille. Les conséquences furent rapides et complètes. Jocelyne Valois annonça sa démission de tous ses postes 3 jours plus tard. Invoquant des problèmes de santé personnelle nécessitant une attention immédiate, tous ceux qui comptaient connaissaient la vraie raison. Éviter des poursuites fédérales pour corruption artistique. Le parquet rouvrit l'affaire Leroy avec les nouvelles preuves que j'avais fournies. Adrien Valois fut arrêté à la demeure de son père pour destruction de biens, entrave à la justice et association de malfaiteurs. Après 12 ans de liberté, il faisait enfin face aux conséquences d'avoir détruit la vie d'un artiste. La carrière du général Philippe Valois prit fin dans le scandale lorsque son implication dans la dissimulation fut rendue publique. 30 ans d'influence et de pouvoir soigneusement construits furent détruits en quelques semaines. Il annonça qu'il ne se représenterait pas. Il se retira discrètement, évitant toute enquête supplémentaire. Maxime Durand fut extradé de France 2 mois plus tard. Accusé de détournement de fonds, de fraude électronique, de blanchiment d'argent, de complot en vue de commettre un vol.
Les procureurs fédéraux lui proposèrent un accord de plaidoyer, 7 ans de prison en échange de la restitution de l'argent volé et du témoignage contre d'autres personnes impliquées dans des crimes financiers. Il accepta. Éléonore perdit tout ce qui comptait pour elle. Sa réputation dans les cercles sociaux parisiens était détruite. Son affaire de galerie d'art s'effondra lorsque les clients apprirent le scandale. Ses amis fortunés cessèrent de répondre à ses appels. Contrainte de vendre ses voitures, ses bijoux, ses vêtements de créateur pour payer des frais de justice dépassant les 200 000 €. Elle finit par trouver un emploi de réceptionniste dans une petite agence immobilière de banlieue, gagnant 32 000 € par an. Environ ce qu'elle dépensait mensuellement en sac à main auparavant. Le style de vie luxueux qu'elle avait toujours connu était parti pour toujours. Et moi, j'avais retrouvé mes enfants. Léonie et Antoine vivent avec moi à plein temps maintenant. Pour la première fois depuis des années, la maison ressemble à un vrai foyer au lieu d'un champ de bataille. Ils ont 8 ans maintenant, assez vieux pour comprendre que parfois les adultes font de mauvais choix et que les familles changent. Mon entreprise n'avait jamais été aussi forte. La rumeur s'était répandue dans la communauté des affaires parisiennes sur la façon dont j'avais géré la situation d'Éléonore et de Maxime. Les clients ont commencé à me rechercher spécifiquement parce qu'ils savaient que je pouvais les protéger de toute menace, externe ou interne. Les Racines du Temps comptent maintenant 28 employés. Les revenus annuels atteignent 4 200 000 €. Le changement le plus important, c'est la façon dont je passe mon temps. Le matériel de surveillance avait disparu de la maison. Les sessions de travail nocturnes avaient été remplacées par des histoires au coucher et des crêpes au chocolat le samedi matin. J'entraîne l'équipe de football de Léonie, les Lions du Parc Monceau. Et j'aide Antoine avec ses projets artistiques. Je suis présent dans leur vie d'une manière que je ne l'étais pas auparavant, parce que je comprends ce que j'ai failli perdre. 6 mois après la finalisation du divorce, assis dans le jardin un soir d'été doux, je regardais Léonie et Antoine courir sous les arroseurs, riant si fort qu'ils pouvaient à peine respirer. Leur joie était pure, innocente, complètement inconsciente de la guerre que j'avais menée pour préserver leur enfance. J'avais réalisé qu'Éléonore avait eu raison sur une chose. J'avais choisi le travail plutôt que la famille pendant trop d'années, plus maintenant. Chaque décision que je prends commence par une question simple. Qu'est-ce qui est le mieux pour Léonie et Antoine ? Les gens me demandent parfois si je regrette la façon dont tout s'est terminé, si j'aurais souhaité pouvoir sauver mon mariage au lieu de le détruire. La réponse est simple. On ne peut pas sauver quelque chose construit sur des mensonges depuis le début. Éléonore et Maxime pensaient de pouvoir me manipuler parce qu'ils ne voyaient que ce qu'ils voulaient. Un bourreau de travail trop concentré sur les affaires pour remarquer leur trahison. Ils avaient tort à ce sujet, tort sur tout le reste. Leur erreur leur a coûté tout ce qu'ils pensaient désirer. Ma patience et ma préparation m'ont rendu tout ce qui comptait vraiment. Je n'ai pas gagné par vengeance ou par colère. J'ai gagné par une enquête minutieuse, une réflexion stratégique et la compréhension que la vérité est toujours plus puissante que les mensonges. Éléonore et Maxime se sont détruits par cupidité et stupidité. J'ai juste fait en sorte qu'ils ne puissent pas entraîner mes enfants dans leur chute. C'est la différence entre la justice et la vengeance. La vengeance consiste à faire payer quelqu'un pour vous avoir fait du mal. La justice consiste à protéger ce qui compte le plus. S'assurer que les gens font face aux conséquences appropriées de leurs actions. Les enfants rient et jouent là dans le jardin. Mon entreprise protège les bonnes personnes des mauvaises. Éléonore répond au téléphone à un bureau de banlieue, apprenant enfin à quoi ressemblent de vraies conséquences. Maxime compte les jours dans une cellule de prison fédérale. Parfois, les gentils gagnent. Parfois, la patience et la préparation l'emportent sur l'arrogance et la cupidité. Parfois, la vérité est vraiment suffisante.